Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Et Hilton, Oui. j'ai une prédiction. Oui, laquelle? Parce que là, ça devient de plus en plus facile, nos prédictions. Mais non, nos playoffs, j'ai une exclue. Nos playoffs. Trouve-en une meilleure, là. No Piatti? Nos Piatti, exactement. C'est vrai, j'ai pu l'exclure. Tu as eu la première exclue il y a quoi, une semaine? 2 semaines, où le playoff a été déclaré sur le CPP. On l'a retardé le plus longtemps possible. Bah, comme le bon vieux... comment il s'appelle, le gars de Radio-Canada, Bernard de Rome ou, Si la tendance se met. Si la tendance se maintient, l'Impact ne fera pas les séries dès le mois de juin. Donc voilà, je pense qu'on peut y aller. 1, 2, 3. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous êtes et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Cannes Football Club, l'édition Couscous Piri Piri, une édition multiethnique épicée, remplie de saveurs. On parle de soccer, Sofiane avec vous me connaissez, @Sofiane Benzaza, et comme d'habitude, Monsieur Nilton George. Salut Nilton. Salut Sofiane, es-tu prêt pour un post-mortem de 5 mois? Ça va être long. En théorie, on l'a commencé en février, le post-mortem. Personne n'a voulu nous écouter, mais comme on dit en bon anglais, we told you so. Je suis même tanné de la dire, celle-là. On est obligé, Nilton. Personne va prêcher pour notre paroisse. Sérieusement, cette saison, c'est la saison où tout le monde est au même niveau de réalisme, tu sais. Ouais, ça fait plus besoin de convaincre personne. Ça fait bizarre de ne pas être des hérés du type gaulois qui se battent contre l'opinion publique. Mais non, tout le monde est sur le même bateau. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue tout le monde. Vous nous écoutez sur notre plateforme podcast du Cannes Football Club Plus. Donc vous mettez les mots-clés Cannes Football Club Plus sur les votre différentes applications podcast et balado-diffusion. Évidemment sur soundcloud.com/oblique Cannes Football Club. Évidemment sur Spreaker, mettez les mots-clés Cannes Football Club Plus aussi. Et on voudrait accueillir le nouveau podcast dans le réseau, le Blaugrana Podcast, qui a sorti son premier épisode. Excellent podcast de Mike Miller et Alec Avendano. Est-ce qu'on va avoir un du Real Madrid pour compenser? Ou Je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, puis on aura la bataille des podcasts, ça va être le fun, puis voilà. Et puis le premier épisode, Au revoir Iniesta, une grosse dédicace au excellent milieu offensif, un des meilleurs que le monde a connu, qui a mérité au moins un ballon d'or, mais ça c'est pas un débat pour un autre jour. Donc bienvenue au Blaugrana Podcast. Et une petite surprise à tout le monde, peut-être vous l'avez entendu dans le jingle au début, avant le jingle. On est fiers d'avoir comme partenaire de podcast la microbrasserie La Force du Malte. Bienvenue. Qui sera très utile cette saison. Oui, très utile. La bière locale, ça va aider à faire oublier nos mots, mais surtout à bien arrimer vos plats et vos matchs de foot avec une bonne bière locale artisanale, la microbrasserie La Force du Malte à Trois-Rivières. Donc merci, messieurs, de nous faire confiance, de travailler avec le Cannes Football Club. Et nous, c'est un plaisir de travailler avec nous. Donc, on va mettre les liens de leur site web sur les shows d'émission, sur les notes d'émission, évidemment, sur les réseaux sociaux où vous allez les trouver. Donc, La Force du Malte. Un gros merci à Guy de travailler avec nous et toute la famille de La Force du Malte. Donc, bienvenue dans la famille. Puis nous, ça fait plaisir de faire partie de votre famille aussi. Donc, longue vie à Trois-Rivières. En parlant de Trois-Rivières, le retour de l'attaque de Trois-Rivières, Nilton?
Peut-être un sujet pour un autre jour. Avancer par en arrière. Avancer par en arrière. Donc voilà, une grosse référence. Équipe réserve, c'est je pense le sujet de la saveur du mois du côté de l'Impact. Donc on vous rappelle, si vous écoutez Couscous Piri-Piri sur le Canal FC, c'est que vous voulez nous entendre parler sur l'après-match de l'Impact contre le LA Galaxy, une défaite de 1-0 au Stade Saputo. Et évidemment, on a vos questions auxquelles on va répondre. Lexington Hilton a lancé son tweet magique et vous avez donné des questions qui vont nous faire durer 3 heures d'émission, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'Impact a perdu 1-0 au Stade Saputo le 21 mai à 3 heures heure de l'Est. C'était la célébration du 25e des 25 ans de l'Impact de Montréal. Et ça a été méga flop, hein. On a complètement oublié le thème de la journée. Ben oui, puis je pense en plus le thème de la célébration du 25e allait s'étaler sur la saison, je pense, à travers différents événements, mais c'était la journée qui donnait, c'est le grand boom pour le Big Bang qu'elle allait ouvrir la fête pour l'année. Là, je pense être assez morose jusqu'au mois de juillet en attendant les renforts de l'Impact. Mais concernant le match, c'était un match assez intéressant, si on veut. Le seul but a été marqué par Ola Kamara sur une passe de Emmanuel Boateng à la 75e. Et l'effet marquant était le carton rouge de Zlatan Ibrahimovic à la 41e, après une petite gifle sur le pauvre petit Petrasso. Juste avant la mi-temps, l'Impact avait l'avantage d'un homme pendant, disons, une bonne cinquantaine de minutes, presque une heure. Les éléments partant rapidement, parce que je pense pas que le match est nécessairement le sujet qui va nous intéresser ce soir, mais on va quand même y aller. Du côté de LA Galaxy, Bingham dans les buts, Romney, Skalvjic, Siani, Clementa, défense à 4, Ledjet, Kitchen dans le 4-2-3-1, Ola Kamara, ailier gauche intéressant, Jonathan Dos Santos et Alan Sindrini dans le 4-2-3-1 dans le 3 et Ibrahimovic en pointe. Du côté de l'Impact, un 4-1-4-1 avec Bush, Petrasso, Donadel, Raitala, Duval. Oui, bel et bien Donadel. Piet. On voulait la renaissance du FC Montréal. En partant, on avait une défense de FC Montréal. Bah oui, c'était USL pur et dur. Qui s'est bien débrouillé quand même, Nilton. Malgré tout. Malgré tout. Piet devant la défense. Dans le 4 offensif, milieu de terrain, Silva, Kroliki, Tyler, Raheem, The Dream, Edwards. Et en pointe, Nacho, Piatti. Du côté des remplaçants, Diop, Camacho, Jackson Hamel, Belangoyet, Vargas, les remplaçants, anyway. Shomi, Mankuzu, du côté de l'Impact. Donc voilà, c'était le match. Ils ont perdu 1-0. Ça se passe pas très bien pour l'Impact de Montréal. Je pense qu'on va commencer tout de suite par les évaluations Saputo, Tropoutine et Gilles Darfoin. Nilton, je commence par toi. Le Saputo d'or, c'est pas facile de trouver. Des gens vont me trouver bizarre, là, mais peut-être que le moins pire de la gang, c'était Edwards. Ah, je pensais que t'allais dire Tyder, mais bon. Ah là là, toi, t'as plusieurs questions qui s'en viennent sur Tyder, là, prépare-toi. Raheem a quand même été actif, hein, ça a été efficace, mais c'était une catastrophe. Défensivement, les pauvres, ils étaient pratiquement les 4 hors position. Offensivement, Piatti est obligé de jouer encore hors position. Silva, ça a été un peu bien, mais quand t'as pas de cible, il a pas été. Donc forcément, c'est qui reste un peu par défaut. C'est soit le travail acharné de Piet ou Edwards qui s'est donné un peu, mais sans nécessairement être très très efficace. Je te rejoins aussi. Moi, c'est Piet dans ce cas-là. Edwards, c'est un bon choix. Je donne Piet comme ça plutôt d'or. Je pense que ça marche bien. Il a mis de l'effort. Le milieu de terrain s'est pas totalement noyé, même s'il a du mal contre Alain Sindrini quand il a décidé de couper dans l'axe. Mais Piet a fait son travail, puis voilà, je peux pas donner à Tyder, sinon ça aurait été un drame national. Alors, surtout que ma prochaine réponse pour le trou de Poutine, c'est pas mal Saphir. Là. Ça a pas été facile. Je t'écoute, vas-y. Il a pas été moins bon que tout le reste de l'équipe, mais c'est son langage corporel. Il a été très, très, très impatient sur le terrain. Je l'ai vu engueuler les joueurs dans toutes les langues possibles pour des raisons plus ou moins valables. On le voit on le voit que la situation le dérange parce qu'il veut devenir le leader. On le voit là, communiquer beaucoup, mais c'est peut-être pas naturel pour lui d'être un leader parce que il perd les pédales. Au lieu de calmer son groupe, il provoque encore plus de panique dans le groupe. Il faut qu'il soit la figure. Il faut vraiment qu'il soit le vétéran, celui qui prend le ballon,
puis qui encourage si jamais quelqu'un fait une mauvaise passe. Mais là, c'est tout le contraire, là. Puis c'était pas l'attitude qu'il y avait en début de saison. C'est facile, en début de saison, t'as pas encore accumulé des défaites. Et là, on voit ses limites. On voit ses limites offensives, tu nous avais déjà averti. Merci. Et là, on est en train de voir peut-être ses limites au niveau caractère. Voilà, c'est ça que je veux en venir par rapport au caractère. Puis je l'avais un peu dit par rapport à Tyder. Je dis pas que c'est un nerveux. Je dis pas que c'est un nerveux. Au contraire, tout ce que je dis, c'est que il est encore jeune en termes d'âge et de maturité, mais c'est quand même un joueur assez mature pour l'expérience qu'il a en termes de football. Moi, j'avais une certaine défense un peu par défaut par rapport à Tyder, parce que bon, c'est avec tous les Québécois, les Français et autres joueurs qui sont à Montréal et les Belges, ben j'ai le droit d'avoir un Algérien, une coqueluche là que je puisse protéger un peu. Oui, et les gens ils comprennent aussi le second niveau là. En tout cas, certains comprennent. Exactement, il y a un certain inconscient en moi qui veut le protéger. Surtout que c'est pas un joueur, c'est pas une supercherie Tyder. Son CV parle pour lui-même et on voit dans son jeu qu'il est intéressant. Maintenant. Là tu es en train de répondre déjà aux questions d'Alexandre Cyr et de Carlos. OK, j'arrête. OK, parfait. Non, donc, mais vas-y, parce que c'est exactement dans ce créneau-là. On te demande, en gros, ça mange quoi l'hiver? D'expliquer ta solidarité au niveau compatriote algérien, puis aussi d'expliquer la déception que certains amateurs sont en train de vivre face au jeu de Tyder, face à son jeu qui est un peu plus brouillon, comme dirait Carlos. Donc, essaye un peu plus d'élaborer pour que les gens soient moins déçus au prochain match. Il y a clairement deux niveaux de déception, peut-être même trois. La première déception, le fait qu'il y a une étiquette d'épée, déjà, il vient perdant. Quoi qu'il arrive, il va perdre. Donc, s'il marque pas au moins 10 buts, ou il fait pas des passes décisives, s'il n'est pas le remplaçant naturel de Jim Riley, quelque chose qu'il allait jamais être, déjà, il y a un problème. On oublie Jim Riley, on parle juste de son étiquette du joueur désigné. Déjà, tu recules de 2 pas. C'est à cause du club, parce que le club l'a présenté de cette façon. Mais ils sont obligés, genre ils vont pas le cacher qu'il est d'épée. Je pense que c'est peut-être une règle de la ligue qui force de le. Oui, mais pas nécessairement au niveau contrat, mais au niveau jeu, ils l'ont vraiment présenté comme la solution de remplacement à Jim Riley. Ça a été là le plus gros problème. Oui, ils disent ce qu'ils veulent, mais moi je vous dis, écoutez-moi, lisez-moi un peu. Et regardez mes tweets de janvier, février et mars. Je vous dis, Tyder, ce qu'il donne, c'est ce qu'il va donner maintenant. Il a plusieurs niveaux de déception par rapport à son étiquette. Le deuxième niveau de déception, c'est pas un joueur offensif, c'est pas un numéro 10. Donc, on le voit, parce que quand il prend le jeu, quand il décide de tenter des tirs ou des passes, on voit tout de suite les limites là, de son palmarès là, de technique, le ballon-pied. Exactement, on le voit tout de suite. Exactement. Donc lui, je pense qu'il peut donner, il a 10% dans son jeu où il peut être un sorte de milieu offensif pour pouvoir aider genre dans les 30 derniers mètres. Il peut étirer ça jusqu'à 20-30% si on prend le côté MLS, il a plus de liberté et que la ligue n'est peut-être pas aussi forte. Il peut bien combiner autour de lui. Exactement, ce qu'il a fait en début de saison. Pendant les 5 premiers matchs, on se plaignait pas parce qu'il ratait des chances de marquer, mais il s'impliquait. Puis personne n'a crié scandale qu'il marque contre Atlanta. Donc, le but de la tête, il fait la course, il fait une passe, il suit le jeu, puis etc. Ça plaît aux gens, là, son côté explosif, puis le feu dans les yeux, là, ça plaît. Là. Exactement. Donc, personne ne s'est plaint de son apport offensif à ce moment-là. Maintenant, l'autre niveau de déception, bon, je répète, joueur désigné. 2, c'est pas un milieu offensif. Donc, et 3, c'est vraiment un numéro 8 qui est vraiment entre la défense et l'attaque. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement un gars qui va te défendre comme un fou. Je pense que tu lui dis, tu restes devant la défense, il va le faire, il va bien le faire. Ouais, mais ça sera pas super bien fait. Oui, mais s'il se concentre sur cette tâche-là, il pourra bien la faire, je trouve. Mais offensivement, il peut pas tout faire. Je répète encore une fois, même quand il joue à Bologne, il joue avec des joueurs plus talentueux que ça. Donc lui, il a une marge de manœuvre à laquelle il doit s'adapter. Je répète encore une fois, en équipe d'Algérie, devant lui, c'est Mahrez, c'est Slimani, c'est Brahimi, c'est Goulam à gauche, et à droite, il n'y a pas vraiment de latéral droit, mais c'est mieux ce que l'Impact a en ce moment. Et c'est pas juste le joueur, c'est le jeu. C'est le jeu, parce que l'Algérie, depuis que Tyder est arrivé, ça coïncide avec l'envie de jouer un peu plus offensivement. Et surtout de jouer intelligemment. Tyder a joué autant le jeu de position,
quand il jouait ailleurs dans les matchs de qualification en zone Afrique, et aussi à la Coupe du Monde, où l'Algérie a dû jouer plus bétonné et plus contre-attaqué. Il est capable de le faire. Maintenant, ça ne change rien dans le quatrième niveau de déception, c'est que Taider régresse, malheureusement. Et ça, je le remarque aussi. Il régresse pour deux raisons. Il veut trop faire, il ne sait pas faire, et aussi l'équipe est assez bordélique. Mais ça n'enlève rien que ses choix personnels, ses décisions sur le terrain, certaines sont vraiment inacceptables. Ça explique pourquoi peut-être le sélectionneur manager ne veut plus de lui, mais je pense que c'est plus un truc de communication et de politique que sportive, mais il se peut qu'il ait raison. Et ce que je veux important que les gens comprennent, c'est, au début, je protégeais Taider pour le protéger, parce que je trouvais que c'était important, il faut lui donner de la chance, mais c'est pas nécessairement du ultra-nationalisme, parce que si vous m'écoutez quand je parle de l'équipe d'Algérie, je suis très très dur et très acerbe avec eux. Moi, il y a aucun problème avec ça. Mais pour, tu sais, il avait une excellente, par exemple, je sais pas, j'avais vu Riyad Khelaifi qui a fait une bonne métaphore, une bonne analogie avec Eric Alexander. Qu'on le critiquait beaucoup, la même façon que Taider a été critiqué. Mais en même temps, c'est deux statuts différents. Eric Alexander, c'est un bon joueur MLS lambda, disons, ok, qui a quand même une belle carrière. On parle de 150 matchs en tant que titulaire, 200 apparitions en MLS, c'est pas mal. Et puis, c'est aussi, et je quote mon ami Riyad, c'est la malédiction des relayeurs. Je vous l'avais dit, c'est un relayeur. Il va relayer aussi bien que l'équipe va lui permettre. Il peut pas faire des miracles. C'est peut-être pour ça que tu trouves qu'il régresse, parce que tu sais, je trouve que c'est symptomatique du problème année après année de l'Impact de Montréal, c'est que les joueurs qui arrivent avec un certain niveau, et tranquillement, pas vite, on voit une régression de leur jeu. Parce qu'au départ, ils jouent selon leur qualité et ils se fient un peu plus au système autour de lui, aux gens en place, ils ont confiance. Petit à petit, ils voient ce que ça donne. Le jeu simple se termine avec une mauvaise action, avec une mauvaise décision. S'il met à regresser parce qu'il a essayé de jouer autre chose que défenseur central. Et là, rapidement, Taider semble régresser, affiche un jeu brouillon. Pourquoi que c'est brouillon? Parce qu'il essaye des choses que, normalement, c'est pas lui qui fait ça. Il l'a jamais fait en Europe, puis même en MLS. Il faut arrêter de se dire que la MLS a un niveau si faible qu'un joueur moyen va devenir un joueur excellent. C'est de moins en moins vrai. Non, c'est vrai. Puis, et le problème, c'est que s'il avait ça dans son registre, mais qu'il ne le fait pas en Europe, en Asie, avec son équipe nationale, et qu'il est capable de le faire, on le verrait. On l'aurait vu. On l'aurait vu son envie d'être à son numéro 10. Il a un talent offensif. Il a un certain instinct. C'est pas un Bernardello, c'est pas un Donadel. Dans le sens, c'est pas un Zilmaili. Zilmaili, ça a pris 2 matchs. Il s'est dit, OK, je peux faire d'autres choses, mais il avait déjà les qualités. Là, il jouait pratiquement comme un 9,5 avec l'équipe nationale suisse. C'est un gars qui avait déjà du vécu dans cette position-là. Il a déjà fait la transition. Je pense que quand il avait quitté Naples, il avait commencé déjà à faire sa transition vers un rôle plus hybride. Il peut faire, mais en tout cas, c'est le joueur autour de lui maintenant. C'est pas pour excuser Taider. Honnêtement, je vous dis la vérité. Et je suis vraiment objectif le plus possible. Taider n'est pas le problème. Taider est peut-être un des symptômes, mais ce n'est pas le problème. C'est pas la solution. Moi, je le trouve comme, c'est pas avec Saphir qu'on va trouver une solution au problème actuel de Montréal. Non. Mais effectivement, c'est pas lui la cause du problème. Mais quand j'insiste, et je vous dis, ramener Linuen, ça va aider Taider et Piet, et que après les gens disent il coûte trop cher, oh il est trop vieux, patati patata, ben voilà, c'est ça qui arrive. Et je le dis de façon la plus candide possible, vous aurez dû m'écouter. Ouais, je fais un peu très égoïste quand je parle, mais je suis en mode rap, mais... Effectivement. Mais quand tu dis le « on aurait dû m'écouter », moi, je vise même pas les fans. Les fans, là, c'est pas de leur faute. Non. Le « on », là, c'est quand on avait fait le post-mortem après le match, après l'élimination en finale de la conférence de l'Est. On a fait l'évaluation du club. Novembre 2016. Et là, on a dit, je me souviens tellement, on était tous d'accord, on disait... Le plus gros danger de ce club-là en 2016, c'est de se croire bon, de se voir plus beau qu'ils sont en réalité. Ouais.
de regarder les matchs de façon calme et se dire, est-ce que ce match-là, ce qui est arrivé, est-ce que si on joue 10 fois, on est capable de reproduire une victoire? Est-ce qu'on est conscient de la chance cumulative qu'on a eue en si peu de temps pour se retrouver si loin dans les playoffs? Malheureusement, tout le monde autour de Joey n'a pas été capable de lui dire peut-être des choses qu'il ne voulait pas entendre. Tu sais, dans n'importe quel travail, que ce soit sport, que ce soit vous là, dans vos expériences de travail, c'est compliqué d'être dans un meeting puis être la seule personne qui dit « Savez-vous quoi? Je pense qu'on s'en va tous dans le mur. On se trompe. On est tellement tout seul dans notre cocon. On n'est tellement pas dans la réalité. On est un peu sur le cruise control. On voit pas le vrai problème. On s'en fout de ce qui est arrivé avant. Ce qui est arrivé avant, c'est pas nécessairement un gage de la suite. Et oui, we told you so. Oui. C'est exactement ça. Les joueurs que vous aviez en place, que vous avez lâché le mantra à l'infini et que vous avez convaincu pas seulement les fans, mais les observateurs, trop nombreux, qui ont peut-être été un peu trop complaisants quand ils nous disaient on va continuer, nous sommes à un match de la finale, il aurait fallu les brasser. Pour qu'au moins, s'ils n'avaient pas une critique intérieure, au moins ils auraient eu une critique extérieure en se disant you know what, Oduro, là, si tu regardes ça comme il faut, il y a eu de la réussite, mais il n'est pas capable de la reproduire, sa réussite. C'est vrai. Peut-être que le 300 000, c'est un gamble qu'on n'est pas capable d'assumer en tant qu'équipe de petit marché. Profitons-en, il y a une valeur. Essayons d'en profiter puis d'aller chercher quelque chose de plus sécuritaire dans le futur. Là, aujourd'hui, on voit un Joey Saputo qui est dans un réalisme épeurant parce que c'est la première fois qu'il se rend compte qu'il lui reste plus de plan. Il y avait la bouée de sauvetage qui était le staff en se disant, peut-être que Mauro Biello, finalement, c'était un beginner's luck puis il a réussi, mais il est plus capable. Avec un vrai coach, avec un vrai staff d'expérience, je vais réussir. Là, il lui reste plus d'alternative. Non, c'est vrai. C'est un dur rêve pour lui, là. Mais puis, tu fais référence à l'entrevue qu'il a faite après la défaite avec Jeremy Filosa au 98.5 FM. Voilà quoi. Il disait par exemple que l'effort était là, mais quand même on voyait qu'il manquait quelque chose. Et ensuite, il a continué à dire je suis pas content d'où on est présentement. J'ai discuté avec le personnel d'entraîneur et c'est sûr qu'à la date des transactions en juillet, l'impact va faire beaucoup. On doit bouger. Je ne veux pas compter des rumeurs, mais je dois dire que personnellement aujourd'hui, dans les effectifs, je ne pense pas qu'il y ait un joueur intouchable. Tout ça a été une escalade incontrôlable de sa part. Parce que tranquillement... Mais il était quand même calme. Mais on l'a vu, parce que à mesure qu'il élaborait un peu sa semaine de travail, parce qu'on le sentait qu'il était en train de nous expliquer ce qui s'est passé dans la semaine jusqu'au match, que oui, il va y avoir beaucoup de changements, il demandait aux partisans d'être calmes, il va y avoir des modifications à l'effectif. Il a même été réaliste, là. Il a été très, très lucide en disant on a sous-estimé la MLS, donc par conséquent, on a surestimé ce que l'impact de Montréal et l'effectif en place étaient capables de faire. Il faut faire des modifs. Et là, tranquillement, on voyait qu'il perdait le contrôle de ses émotions et c'était pas nécessaire de sa part de dire il y a personne d'intouchable. Et c'est là qu'il a perdu le contrôle du message. C'est vrai. Puis après, on aurait dit un confessionnal dans Love Story devant la caméra où il disait on a sous-estimé la ligue. Et comme ça, il manquait juste la question du maître. Exactement. Ici, là, bonjour Joey Saputo. Mais c'est justement puis. Regrettes-tu d'avoir refusé l'offre de Boca Junior? De Boca Junior, exactement. Puis après, il commence à dire, je pense que c'est Jérémy Filosa qui a demandé par rapport au salaire de Piatti. J'étais pas sûr, je m'en rappelle plus j'avais routé l'entrevue, mais je m'en rappelle plus le contexte de la question. Mais Joey Saputo avait dit, est-ce qu'on est mieux de prendre 3 joueurs à 2 millions au lieu d'un joueur à 6 millions? Je ne sais pas. Mais mon point est que personnellement, je suis pas content de la situation et je ne suis pas un propriétaire qui va dire on va finir la saison et on prendra des décisions après. Donc, il se questionne à voix haute. Je pense pas qu'il disait que Piatti c'est trop cher, c'est lui qui tue notre équipe. Je pense qu'il a tort en disant ça. Mais sans remise de question,
il fallait l'avoir genre il l'a eu au fait en juillet 2017 quand il a décidé que Biello c'était fini. Oui, exact. Mais il fallait l'avoir en janvier. Mais en fait, il l'avait tout le temps. Parce que je suis pas mal sûr qu'avec l'équipe qui avait en mars, il savait lui-même que c'était pas assez bon. C'est obligatoire. Mais il avait l'espoir que peut-être Atlanta et que peut-être Minnesota se cassent la gueule. Juste une des deux s'est cassé la gueule. Atlanta, ça va être la plus belle histoire la plus belle histoire de Cendrillon, extra riche de l'histoire de la ligue. Donc, je pense que son pari a failli marcher, mais Atlanta a décidé que non, nous on a des bons joueurs, on a 11 partants très très forts, puis catch me if you can. Donc, dans tout ça, voilà, ça met un peu de l'ombrage sur les célébrations. Je voulais remercier tous ceux qui ont laissé les évaluations, Saputo d'autres au Petit et Jardin Foin, Riyad Kelefi, Borat Simono, Daniel Ding, Dominique Richaud, Simon Péloquin, Kevin Douska, tout le monde merci encore. Évidemment, Dr Foot et tout le monde qui a participé. Je pense qu'on va plus se focuser sur l'après-match, Nilton. Comme tu as dit, le match est fini. Je pense que moi, j'ai arrêté de parler de foot, de match depuis le match numéro 4. J'ai dit, c'est bon, les gars, on arrête là. En même temps, on va arrêter de parler de foot, on va parler d'autre chose. On s'entend qu'on voit le même match depuis au moins 2 mois. Ouais, depuis les Red Bull, je me suis dit, ok, je pense que c'est fini, mais on va attendre. Parce que c'est ça le truc. Et je me répète plusieurs fois, puis je pense que je l'avais dit il y a 2 podcasts quand il y avait Sid. Puis je dis le match qu'il fallait prendre qu'il fallait le considérer comme une sonnette d'alarme, c'était la défaite 3-1 contre les Red Bulls. C'était le match qui me faisait dire, je pense qu'ils sont pas prêts. Et en plus, et c'est pourquoi j'ai insisté d'oublier la défaite 5-3 contre LAFC. Est-ce que vous avez vu ce que Carlos Vela fait au reste de la ligue? Est-ce que vous voyez ce qu'il fait aussi? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est peut-être normal, parce qu'ils sont vraiment talentueux. Donc, il avait une grande rage envers cette défaite. Oui, il jouait à 11 contre 10 pendant un certain moment. Patati, patata, il menait 3-1 à la mi-temps, mais, t'as Vela aussi, etc. C'est aussi une question de circonstances. Tu vois, par exemple, c'est qui qui avait le carton rouge à LAFC? C'était, j'oublie le joueur qui avait le carton rouge à LAFC, mais par exemple, LA Galaxy, le fait que Zlatan soit sorti, c'était pas grave pour eux. Ils avaient encore une défense à 4. Ils avaient encore un milieu à 4. Ça a absolument rien changé à leur jeu. Puis ils avaient Camara, exactement. Donc c'était parfait. C'était un 4 rouge parfait. Si c'était Camara, ça aurait été un problème. Si c'était, je sais pas, Dos Santos, ça aurait été un autre problème. Mais ils ont tellement pas de chance, l'Impact, avec leur malchance, que les rebonds favorables ne leur sourient pas. Donc, le rouge à LAFC, c'était Cabrera. Là. Depuis, il s'est blessé. Ah oui, excuse-moi, c'était Cabrera qui a pris le rouge. Oui, excuse-moi. Oui, c'est Cabrera qui a pris le rouge et non pas... le match qui m'a tué, là, en tant que partisan, là, le match qui m'a vraiment fait mal, c'est la défaite contre l'équipe B de Philadelphie à Montréal. Ouais. Parce que ça a un peu tout défait l'argumentaire populaire à travers les observateurs, c'est-à-dire, que voulez-vous que Rémi Garde fasse? Il n'y a pas d'équipe. Ils sont vraiment meilleurs que nous. Et là, Philadelphie est arrivé à Montréal en se disant, on lâche le match. On a joué mercredi avec notre A squad. Là, on joue avec le B squad. Puis c'est pas tant la défaite, parce que ça peut arriver. Une équipe peut bétonner puis obtenir un but chanceux 1-0. Moi, c'est la domination sur le terrain. L'équipe que Garde avait contre Philadelphie, le 11 partants, était nettement meilleur que Philadelphie. Et ça n'a pas paru avec le ballon. Et ça me dérange un peu parce que là, ça amène un deuxième problème. Parce que oui, il y a un problème d'effectif. On est tous d'accord. On l'a dit depuis le mercato d'hiver qu'il manquait des éléments, qu'il manquait un milieu offensif, qu'il manquait un attaquant. Mais là, pour ce match-là, il leur manquait rien. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour gagner. Et j'ai pas vu de différence. J'ai pas vu de touche Rémi Garde. J'ai pas senti l'apport d'un stack d'expérience. Et ça commence à me déranger parce que on le voit sur Twitter, ça se sépare de plus en plus la conversation. Tu peux plus attaquer Rémi Garde sur aucun aspect de son coaching parce que automatiquement, on va dire, regarde ce qu'il y a sur le banc, regarde ce qu'il y a sur le terrain. Oui, c'est vrai, là. C'est une équipe faible sur papier. Mais ça explique pas tout.
Il y a plein de choses qui restent aussi à déterminer. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Puis même Joey Saputo te rejoint en disant que Philadelphie, on aurait dû les battre. Il l'a dit clairement avec Jeremy Filosa. Donc, j'avoue que, tu sais, quand on avait fait la fameuse liste des 3 matchs à gagner, on s'est dit, Philly, Chicago, New England, il faut gagner les 3. Comme ça, tu prouves que tu es dans la course. Maintenant, au lieu de perdre 1-0 à Chicago, ça fait match nul. Est-ce que la défaite à Philly aurait fait aussi mal? Oui. Pas aussi mal, mais un peu moins. Tu aurais dit, prendre 4 points en 3 matchs, c'est mieux que d'en prendre juste 3. Donc, c'est un peu le débat. C'est un peu le dilemme pour l'Impact. Bon, est-ce qu'on passe aux questions? Sinon, oui, on y va. Ils vont arrêter de nous écrire, les gens, si on répond pas à leurs questions. Raphaël Vander Hayden, j'espère que je ne massacre pas trop son nom de famille. Joey nous parle beaucoup, mais vraiment beaucoup, puis ça, c'est moi qui rajoute ça, de rentabilité depuis quelques mois. Il nous pose une colle, on a juste le droit de répondre avec un élément. Comment on doit atteindre cette rentabilité? Est-ce qu'on doit augmenter les prix, acheter des jeunes joueurs pour les revendre à profit, développer l'académie, réduire les dépenses? Donc, Raphaël, il veut pas un combo, là. Il veut qu'on réponde avec un seul élément, là. D'abord, Wikipédia. La définition Wikipédia de la rentabilité est la suivante. La rentabilité est le rapport entre un revenu obtenu et prévu et les ressources employées pour l'obtenir. Donc, ça s'applique notamment aux entreprises et aussi à tout autre investissement. Donc, c'est ce que tu fais comme revenu, moins ce que tu dépenses. Quelles sont les ressources d'un club? L'immobilier, le stade, le centre, les joueurs, le staff, les employés. Ça, c'est des ressources que tu payes et du capital pour que ta business roule, n'est-ce pas? Tu payes des frais de licence à la ligue, à la fédération, patati patata. Et quelle est ta source de revenus pour un club? Les droits télé, les revenus à la billetterie, le merchandising, le sponsoring maillot, web, trafic internet, etc. Mais qu'est-ce qui attire tous ces revenus-là? Et la vente des joueurs. On est d'accord? Mm-hmm. J'oublie d'autres aspects de revenus et de dépenses, mais on dit ça. Et ta question, très bonne question, Newton, qu'est-ce qui provoque les revenus? Les revenus, c'est les revenus pour un club sain. On oublie l'exemple de la IPL et les Real Barça. Un club sain, c'est un club qui génère une bonne partie de ses revenus par la vente des billets de saison et billets individuels. Je pense que c'est un facteur un facteur de santé économique dans le football qui est, je pense, assez universel. Et ce qui manque, moi, ce que je trouve, parce que honnêtement, j'ai acheté en 8 ans peut-être 5 billets dans ma vie, je pense. Soit j'avais une passe média, soit on m'invitait, soit j'ai acheté des billets, ça me dérangeait pas. Donc je connais pas la réalité économique du fan, de la personne, disons, on oublie le mot fan, la personne qui va payer pour voir un le billet. Consommateur. Le consommateur tout court, maintenant, qu'il soit supporter, fan ou juste un consommateur tout court. Consommation. Donc, par exemple, toi, t'es un consommateur assidu, les ultras sont des consommateurs. Je veux pas qu'ils m'insultent en disant ça, mais le mot consommateur, c'est générique. SAS 42, la soccer avec ses enfants, elle c'est une consommatrice, etc. Donc, moi, je ne connais pas la réalité économique des prix. Je vois les prix, je peux voir, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le portefeuille des gens? L'impact de ce prix va impacter les gens différemment. Et ce que je trouve un peu désolant, mais en même temps, je le comprends, dès que je vois des augmentations de prix, dès que je vois des gens qui screenshot, regardez, pourquoi ça coûte $45 pour un match au stade olympique, pourquoi c'est cher comme ça, pourquoi le match contre telle équipe, c'est augmenté de 30%. Et quand je vois que Joey Saputo dit à chaque fois, depuis 3 ans, depuis son fameux speech, il n'y a pas de buzz, où il dit à chaque fois que il faut qu'on fasse plus d'argent, où le speech de Saputo et de Legendre va aux mauvaises personnes, mais c'est le bon message, pour dire nous on a besoin d'avoir plus de gens en stade. Mais quand ils le disent à des membres de l'Impact qui ont déjà payé, qui sont déjà investisseurs dans leurs produits, j'ai dit c'est quoi qui manque? Parce que ils vont pas faire des ballots à chaque année. Tu veux pas vendre un joueur à 5-10 millions d'euros ou de dollars américains. Ça, on oublie ça. Donc, ils vont faire quoi? Il faut que tu puisses avoir une bonne vente de billets. Les contrats télé, c'est bouclé pendant des années. Les contrats radio aussi, etc. Maintenant, c'est une question de vendre ton produit. Et le rookie, Newton, oui, il faut que ton équipe gagne. Il faut que ton équipe joue bien. Il faut qu'elle soit attirante.
Là, tu vois, c'est là que je trouve que Joey Saputo et sa gang focus à la mauvaise place. Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de revenus, mais ils cherchent pas à savoir pourquoi. Voilà. C'est là leur problème. Moi, je pense qu'ils disent pas pourquoi les gens publiquement. achètent un billet? Pourquoi les gens vont là une fin de semaine? Pourquoi les gens vont s'impliquer dans l'histoire, l'Impact de Montréal pendant toute la semaine? C'est la qualité du produit, c'est le plaisir d'aller voir un match. Est-ce que les gens se battent pour être au stade olympique? Est-ce que quand ils sortent du stade olympique, du stade Saputo, quand ils sortent du stade Saputo, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir vécu un bon moment? Est-ce que l'expérience client valait la peine? Et c'est loin d'être le cas. Pour répondre à Raphaël, ce que le club doit faire, c'est d'offrir le meilleur produit possible avec le moins de dépenses possible. Et dans ces deux cas-là, Joey Saputo ne réussit pas. Il dépense mal et il nous offre un mauvais produit. Et souvent, là, je suis d'accord. J'utilise le hashtag #NoFun. Les gens vont penser que je suis juste là pour créer, juste m'amuser sur Twitter. Mais réellement, quand on est au stade olympique, au stade Saputo, avez-vous du plaisir à suivre ce match-là? Ben, pas du tout. Le jeu est pas beau. Il y a tu sors de là frustré parce que ce qui a été fait sur le terrain, c'est pas de qualité. Mm-hmm. Et en plus, on est très, très, très loin au niveau classement des autres équipes depuis 2 saisons. Il y a beaucoup de frustration. Si tu t'ajoutes à ça des frustrations de partisans qui est légitime, comme un échange de ciment, éventuellement la menace d'un départ de Piatti, tu es en train de tuer toi-même le buzz à cette équipe-là. C'est dangereux ce qu'il fait. Au lieu de nous parler en comptable, là, Joey Saputo devrait nous parler en tant que propriétaire de club. Tes notions comptables, là, garde ça pour tes meetings à l'intérieur. Exactement. Ce discours-là, il va être parfait pour donner de la pression pour vendre des billets, donner de la pression à ton gars de marketing pour aller chercher des revenus de marketing supplémentaires, donner de la pression à ton staff pour dépenser mieux ta masse salariale. Mm-hmm. Toi, ta job, une fois que tu es dans un micro, une fois que tu es à la télévision, c'est de dire aux gens, là, on va travailler pour vous offrir 90 minutes de qualité pour que vous soyez fiers de votre équipe. Moi, je suis d'accord avec toi, Nilton. C'est une question que Joey Saputo doit vendre l'émotion. Il doit l'émotion positive. Il doit vendre du rêve. Il est obligé. Puis il doit ensuite réaliser, exécuter pour avoir ce rêve sur le terrain. Parce que moi déjà, bon, je sais pas pourquoi il a arrêté Twitter. Je présume parce qu'il se faisait harceler, etc. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois, genre un gars comme Mary Paulson. Il est sur Twitter, il parle, il communique, il pas souvent, mais de façon assez intelligente. Je demande pas à Saputo de commencer à réutiliser son compte Twitter à gogo, c'est pas ça qui est important. Mais je te rejoins pour qu'il faut qu'il vende l'émotion, il faut qu'il vende l'identité de l'Impact, redéfinit là ou rebrande là ou tout simplement répète là et martèle là via différents messages. Parfait. Utilise tes joueurs, parce que moi, Simon, c'est sympa qu'ils soient partis. Mais combien de fois il est passé à télé, Simon, en 3 ans? Combien de fois tu l'as vu? Oui, c'est ça, c'est le capital de sympathie. C'est compliqué d'aller chercher de l'intérêt dans la masse média. Exactement. C'est hyper compliqué. Mais Milton, t'as besoin de moments. Et l'Impact a eu plusieurs moments. En l'ère MLS. Le des moments le plus important, c'était la course CONCACAF. C'était le moment qui a mis l'Impact sur la carte montréalaise de façon permanente. Oh, ok. Ils sont là pour de vrai, ils sont sérieux, on va y aller plus souvent. T'avais le moment de Drogba, qui a mis l'Impact sur la carte mondiale, de façon semi-permanente. Ça commence à disparaître, parce que c'est éphémère, comme effet. Et enfin, la fameuse confrontation 2015-2016 contre Toronto, où vraiment, il a eu une histoire, une rivalité qui s'est recréée, qui s'est renforcée pour vendre de l'émotion, vendre des victoires, vendre le presque, on aurait pu que. Mais, comme tu as dit, Nilton, plusieurs fois, ils n'ont pas su prendre ce momentum et courir avec pour dire, bon, les gars, on va construire dessus. On dit, oui, on a bien fait, Bernardalo, Bernier, Donadel, avec Djemali en mai, ça va marcher. Non, tu t'es planté. Parce que tout ça, c'est un effet domino. Que ce soit positif ou négatif, tu fais un bon recrutement,
ton momentum, il continue. Parce que tu vois que ton crowd, il voit, ton public regarde, ok, ils ont failli battre Toronto par aller en finale et battre Seattle. Et en plus, ils recrutent 3 nouveaux joueurs. Waouh! Et c'est des gars de 25 ans, des top players. Ah, l'impact sont forts. Et on oublie comment on a été chanceux dans nos victoires. On les oublie comme ça. Et à ça aussi. Et en plus, t'as le contenu le contenu de l'aventure parce que de mars à juillet, c'était difficile, là, en 2016. C'était très difficile. On avait des doutes. Mais bon, on va pas en parler, c'est parce que la vérité fait mal. Mais, le Toronto, qu'est-ce que Toronto a fait quand ils ont gagné la Coupe MLS? Ils ont recruté encore plus. Ils se sont renforcés. Ils ont dit, on va viser la Ligue des Champions, on va faire le triplé. Ils ont failli le faire. Ils étaient à 2 pénaltys d'être champion de la CONCACAF. On a ri d'eux. On s'est foutu de la gueule de Bradley, moi aussi, mais c'était marrant. Ok, je comprends votre haine envers le TFC. C'est correct, c'est votre rival, c'est parfait. Montréal Toronto, sympa. Le méchant anglais, le français victimisé. Le frog, comme on dit, puis le méchant anglo. Ok, fine, c'est parfait. Qu'on s'insulte, c'est pas de problème. Mais ce que Toronto fait concrètement, on le voit. C'est un budget planétaire, intergalactique, ce que le TFC produit avec Maple League Sports Entertainment. Mais regardez ce qu'ils font. Regardez le pattern d'évolution. Toronto FC se fait détruire en match éliminatoire contre l'Impact au Stade Saputo 3-0. L'année d'après, ils vont en finale. Ils perdent 3-0 au match aller pour faire 3-2. Et ensuite, ils te battent à la maison. Au bien au fil pour aller en finale. Regarde l'évolution de ce club, comment ils ont fait. Ils ont mis les outils. Je compare pas Jovinko à Bancozo ou Altidore à Jackson Hamel. Mais je parle juste de la mentalité et du plan derrière ça. C'est ce que je dis. Maintenant, encore une fois, on l'a senti l'année de transition avec Grimingard. Pourquoi? Parce que il a eu beaucoup de départs, il y a eu beaucoup d'arrivées, mais pas assez parce que la ligue a changé. Et pour revenir à la rentabilité, ça vient avec tout. Et si j'ai un choix à faire, la rentabilité va passer avec à dépenser ton argent intelligemment sur le recrutement. Si les billets de match, les billets de saison peuvent pas être augmentés, ou t'es pas capable d'aller atteindre le 11 000, 12 000 billets de saison, investis sur le terrain d'abord. Le terrain va te ramener les gens vont te ramener plus de sponsors, et des meilleurs droits télé, et plus de billets de saison. T'as pas le choix. C'est le seul investissement que l'Impact peut contrôler, entre guillemets, c'est l'investissement sur les joueurs. Les salaires et les transferts que tu payes. Le reste, je pense, va venir si tu fais un travail correct. Il n'y a pas de garantie, mais c'est mon humble avis. C'était mieux que Saphir Pader, là, ton touche pas à mon Saphir. Vincent Pilote nous demande quelle est la valeur marchande de Nacho Piatti maintenant que c'est une possibilité. Je vois beaucoup de chiffres entre 5 et 10 millions. Honnêtement, si on va chercher 2 à 3 millions, je serais agréablement surpris compte tenu de son âge et de son salaire. Nacho Piatti, avec un salaire de 5 millions à peu près? Est-ce qu'on peut vraiment aller chercher beaucoup dans le transfert international? On s'entend que quand on dit transfert international, c'est l'Argentine, le Mexique. Pas mal, oui. Est-ce que la Chine va vérifier? Non. Et sinon, il y a le transfert interne MLS qui est maintenant une nouvelle possibilité avec tout le GAM et le TAM, là, s'il en reste de disponible. Qu'est-ce que Montréal peut obtenir pour Nacho? Si Nacho doit partir, il faut trouver un transfert international parce que à l'interne, tu vas avoir quoi? $1 million en TAM et GAM? Est-ce que c'est assez pour l'Impact? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce que tu peux compenser la perte de Piatti pour dire, OK, je vais chercher d'autres joueurs en juillet ou je garde cet argent pour le mercato d'hiver, qui est un mercato très dur en MLS. Parce que là, en ce moment, les équipes planifient déjà pour 2019. Certaines ont des pré-accords pour l'été. Certaines vont réagir par rapport à la Coupe du Monde. Parce que c'est un cycle de Coupe du Monde, donc les transferts, ça va virer fou, qui pourraient bénéficier ou pas des clubs en MLS, parce que ça peut faire mal en termes des prix qui vont augmenter. Qu'est-ce que vaut Piatti, honnêtement? Il y a beaucoup de gens qui c'est un peu magique de penser que Piatti va te ramener un tel retour que tu vas l'oublier. Piatti, c'est un des meilleurs joueurs à MLS, là, faut arrêter, là.
Non, mais il y a un réflexe nord-américain qui est celui-là, c'est-à-dire échanger une vedette à son prime pour aller chercher des jeunes qui vont se développer. En MLS, ça n'existe pas. Il faut oublier l'échange Lindros avec les Nordiques. Là. Faut arrêter. Ça va pas arriver. T'auras pas Forsberg ou t'auras pas Sandin ou je sais pas quoi qu'ils ont eu et Owen Nolan puis Thibault. Non, Thibault, ça c'était Rouen. En tout cas. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Je comprends la logique derrière ça parce que c'est une culture nord-américaine. On est en Amérique du Nord. Donc on a une culture de l'échange, de l'asset. Et il faut se mettre à la place de l'équipe qui va chercher, disons, un Nacho Piatti. Des Nacho Piatti, il en existe ailleurs. Une équipe, disons Columbus serait intéressé à Nacho Piatti. Montréal demande 2 millions de gamme, puis un jeune de l'académie ou n'importe. Ils vont rire. Ils vont dire je peux aller chercher un Nacho Piatti en ne payant rien de tout ça à ton équipe ailleurs. Exactement. Parce que là, la logique de Joey Saputo dans son délire à la radio, c'était plutôt de dire, au lieu de payer 5 millions à un seul joueur, devrais-je considérer d'avoir 3 joueurs de 2 millions? C'était ça son... Oui. C'est un bon raisonnement. Moi, ce que j'aurais voulu, avoir été avec Joey à ce moment-là, je lui aurais tout de suite relancé l'utilisation du salaire octroyé à Donadel, à Mancuso, à la limite à Fanny, et ainsi de suite, là. Oduro, Go, Camacho, tout ça. Ça, là, avec tous ces joueurs-là, avec de l'argent qui dort soit sur la DL, soit sur le banc, ou soit comme un sub de 10 minutes, t'es capable d'aller chercher 3 titulaires. Non, mais il y a aucun doute. Il y a aucun doute. Exactement. Et qui garantit que l'Impact de Montréal, avec un nouveau trou de 5 millions dans sa masse salariale, va être capable d'aller chercher les joueurs et les éléments qu'il faut si rapidement? C'est long de convaincre quelqu'un de venir en MLS, que ce soit un Européen, que ce soit un Sud-Américain. C'est très, très long, là. Nacho Piatti, ça a été long. Divayo, ça a été long. Blairim, ça faisait pratiquement 2 ans qu'il s'était en préparation. Même le pauvre Matteo Mancuso, ça a été long, le faire venir en MLS. Tu peux pas juste convaincre quelqu'un d'arriver en MLS. Le joueur, il va vouloir aussi arriver dans une équipe où c'est intéressant pour lui. Comment Nick DeSantis ou Joey Saputo va être capable de vendre le projet Montréal en juillet? Il va dire, regarde, on s'est débarrassé de Nacho. Là, on a des trous un peu partout sur le terrain. On est avant-dernier dans l'Est, mais pour l'instant, parce que bientôt, DC va avoir joué ses 3 matchs en main et Rooney va arriver dans cette équipe-là. Donc, tu vas venir ici 6 mois. Hein, on va être en transition avec Rémi Garde. Puis, je vous promets là qu'en 2019, ça va repartir la machine. Mais c'est pas super vendeur, là. Non, c'est vrai, mais Hamilton, je te rejoins sur tout ça. Puis en plus, c'est que si l'Impact avait un sorte de historique positif par rapport à son recrutement, je dirais, ok, ouais, dégage Piatti, prends ce que tu peux avoir, puis divise ce 6 millions en 3 joueurs. Mais je vois ce que vous avez fait avec d'autres joueurs auparavant, vous allez prendre qui? Vous allez prendre qui exactement? J'ai l'impression ils me donnent l'impression, puis le partisan va avoir une certaine peur. Peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard ils vont le réaliser s'ils voient les joueurs qui arrivent. On vient de gaspiller 6 millions sur 3 joueurs alors qu'on avait une superstar. Pourquoi on n'a pas gardé la star? C'est ça qui m'inquiète, Nilton. C'est tout le temps ce doute par rapport au recrutement. Est-ce qu'on va faire le bon recrutement au bon moment? Et ça va prendre tellement de temps. L'effet négatif qu'il va avoir sur les partisans, sur l'amateur de sport qui regarde un peu l'Impact de Montréal. C'est l'effet là qui est pas comptabilisé dans la colonne comptable. Là, ça va être tellement tough là, de faire comprendre à l'amateur de sport montréalais. Sais-tu quoi? Tu connaissais Piatti, tu connaissais Simon, tous ces joueurs, tu connaissais Camara, Là, tu connais plus personne, mais viens au match. Et écoute les matchs à la télé. C'est recommencer avec un club d'expansion. Là, tu peux pas éternellement demander aux gens d'attendre, là, si t'as pas fourni une fois de temps en temps. C'est compliqué à un moment. Vraiment, c'est compliqué. Et puis tu peux pas... En tout cas, c'est un beau projet, hein? Ouais, c'est assez bordélique, là. Je vous souhaite bonne chance. Mais
avec Rémi Garde, si tout le monde travaille de façon efficace ensemble, sans qu'il y ait d'ego, sans qu'il y ait de guéguerre politique, si on existe, juste faites votre job, man. Vraiment, faire des erreurs, c'est pas grave. Juste assumez-les puis passer à autre chose. C'est tout. Les assumer. C'est ça la clé. C'est ça le truc. Ben oui, on le dit Mais ça. là, malheureusement, on le dit depuis ils longtemps, sont en les train de les assumer. Là, je te le dis, là, ça paraît dans leur... Tu sais, Joey Saputo, c'est la première fois qu'il a l'air de quelqu'un qui est face à la réalité, là. Il le dit en tout cas. Je pense c'est la première fois qu'il se rend compte que, oh, OK, notre technique, là, ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant dans MLS, ça marche pas. Ouais. Il faut d'autres choses. Il répond un peu à la question de Benoît Normand qui nous demande c'est quoi la meilleure solution. Là, la meilleure solution à court terme, c'est de laisser les clés à Rémi Garde. Exactement. T'es obligé. C'est peut-être pas le meilleur gars, on le sait pas, mais là, tout ce qui nous reste là, comme espoir, c'est de laisser toutes les décisions football à Rémi Garde. Si Rémi Garde dit à Joey Saputo, you know what? Puis si tu me donnes 5 millions de masse salariale, voici qui je vais aller te chercher et voici le club qui va avoir l'air. Tout à fait. Fine, tu le laisses faire. Mais tu l'expliques que c'est un plan, ça vient de ton staff, on fait tel mouvement parce qu'on veut tel genre d'équipe. Et il faut que ça soit clair. Faut pas qu'ils nous commencent à nous dire on est 22e en revenus, 6e en dépenses. You know, on s'en fout complètement. Quand je m'assois un samedi après-midi au Stade Saputo, je m'en fous. Là, oui. Et le Moi, ballon... ce que je veux, là, c'est de croire au projet. Là, je sais même pas c'est quoi le projet. Non, le projet est pas clair, puis on aurait respecté que Rémi Garde le fasse, mais non. Il y a tellement de conflits dans les discours. Rémi Garde dit qu'il n'a pas nécessairement toute la maîtrise sur l'effectif. Après, Joey Saputo dit que Rémi Garde a carte blanche. Donc je me dis, il se passe quoi? Est-ce que Rémi Garde va se faire virer en juillet ou en septembre pour dire, regardez, on n'est pas d'accord, puis ils vont se séparer pour des différences philosophiques? Mais je sens qu'on va arriver à là, à un moment. Chacun a un discours différent. Il y a carte blanche, l'autre dit non, j'ai pas carte blanche. Maintenant, est-ce que c'est Rémi Garde qui s'exprime trop mystérieusement, puis il essaie de nous dire, on a essayé de recruter, mais on n'a pas pu avoir tout ce qu'on voulait? Je ne sais pas, honnêtement, j'en ai marre de ces discours. Honnêtement, j'en ai rien à battre. J'en ai marre. Oh, ben, justement, Steph Rand nous demande, avec les commentaires là, de Garde et de Joey Saputo en entrevue dans les conférences de presse, est-ce qu'on peut dire que le torchon brûle entre les deux? Je ne pense pas. À moins que Joey Saputo pense que, par magie, ils vont faire les séries et puis ils vont gagner la Coupe MLS cette année. Si Joey Saputo... il y a peut-être 2 semaines, oui, mais là, c'est plus... C'est ça, j'espère. Parce que il n'y a pas de relégation, tu restes dans la ligue, tu reçois plus d'argent quand tu finis bas. Puis au pire, laisse Rémi Garde travailler. Assure-toi que ça marche bien avec DeSantis et Braz. Ramène d'autres monde s'il le faut. Et puis si sur un malentendu, ils font les séries, c'est bonus. Juste, fais ton truc, laisse-le travailler. Mais il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne. Des présidents qui pètent des coches, Rémi Garde, il l'a vu, il l'a connu. Ça. Oui. C'est pas un problème. Que Joey Saputo arrive un lundi matin, là, hein, puis qu'il ferme la porte de Rémi Garde, puis il fait 30 minutes de discours, puis que Rémi Garde, il fait juste écouter. Il a déjà vécu cette situation. Tout à fait. Hein? Puis Joey Saputo, on le connaît pas personnellement, mais on devine comment qu'il peut être. C'est-à-dire quelqu'un de chaud bouillant, de sympathique quand ça va bien, de très, 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 très fâché quand ça va très, très, très mal. Ouais. Mais c'est des up and down. Puis, une fois que la tempête est passée, c'est sûr qu'ils ont eu des meetings toute la semaine pour régler la situation une fois pour toutes. Tout à fait. Quand il a parlé à Jérémy Filosa, il nous l'a dit un peu. Il a fait son post-mortem. C'est ça qu'il a fait. Voici, nous, là, on pensait vraiment que ce club-là allait survivre jusqu'en juillet, puis qu'on rendu là avec quelques ajustements, on serait prêt pour les playoffs. Et c'est ce qu'on avait prédit comme scénario positif, optimiste en février. Survivez en juillet, vous aurez peut-être une chance. Et là, le clash, c'est on est tellement même pas proche d'être prêt que c'est comme s'il fallait recommencer la saison de 0. Et ça le fait chier, Joey Saputo, de reconnaître la même année que l'année passée. Il se dit, bordel, j'ai mis 5 millions sur le staff, ils sont pas capables de faire un miracle, je vais être obligé de faire
cette année ce que j'aurais dû faire il y a 2 ans. Et peut-être que lui-même avait déjà eu cette réflexion en se disant, mon équipe est pas bonne. Mon équipe peut-être a besoin. Et les gens en place disaient, non, on est correct, inquiète-toi pas, on devrait être correct, on va aller faire les playoffs. Et là, 2 ans plus tard, ils se disent, j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû refuser la signature d'Oduro, j'aurais dû trancher ciment plus rapidement, ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être que là, il est juste un peu fâché d'avoir perdu le contrôle de son club, puis de perdre une autre année là, au niveau comptable, il va être dans le rouge solide. Ben oui, il perd de l'argent surtout. Il perd du temps, il perd de l'argent. C'est pas parce que les Saputo sont riches que lui, il aime ça perdre de l'argent, là. Non, ils aiment pas perdre des points au classement, ils aiment surtout pas perdre de l'argent bêtement. Et malheureusement, c'est ça qui arrive, hein. Il y a pas de miracle, hein. Ce qui arrive a été prévu, a été prédit, et puis, oui, tourne du saut. C'est vrai, je suis pas là pour qu'on s'en autocongratule, mais à un moment, voilà, quoi. Vraiment, en termes de foot, j'ai plus rien à dire. Parce que moi, ça me fait rire les débats en début de saison. 3-5-2, 5-3-2, Taider, Piet est pas assez bon, il est trop bon. So what? L'équipe, comment a été construite, c'est nul. Faut le dire. Il faut dire les mots. L'importance des mots, Nilton, c'est important. Oui, excuse-moi pour le pléonasme. Les mots, utiliser les bons mots, c'est important. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça quand on est radical dans nos commentaires. Je suis d'accord. Ouais. Les gens vont dire, Nilton, lâche Vargas. Mais moi, le gars, Jason Vargas, j'ai rien contre lui. Là. Je veux qu'il réussisse. Ben oui. Mais quand il nous le présente, Jason Vargas, comme the next best thing, là, comme l'équivalent des recrutements sud-américains ailleurs, arrêtez cette bullshit-là. Arrêtez, c'est pas vrai. Dire qu'il est jeune pour expliquer et justifier son mauvais rendement sur le terrain, c'est pas acceptable. Ils ont dépensé. C'est pas assez. Il y a tellement de chiffres qui ont été véhiculés, mais on s'entend, là, c'est autour de 2 millions de dollars qui ont été mis dans l'acquisition de Vargas. C'est un problème. Oui. Quand je regarde Jason Vargas sur le terrain, est-ce que je vois aujourd'hui une valeur de 2 millions ou éventuellement une valeur de 2 millions, même pas proche? À la limite, tu aurais pu prendre un joueur de l'équipe étoile de la USL, un bon vétéran de 25 ans, 26, 27 ans, américain, qui n'aurait pas coûté une place internationale, et le faire jouer, ça aurait fait pareil. Ben oui, ou bien l'Allemand Gressel qui a été pris au draft par Atlanta. Est-ce qu'il est pas mieux que Vargas? Voilà, il faut arrêter d'être obnubilé par l'international, par l'étranger, par l'exotique. C'est tout, il faut dire la vérité. Tati Vargas, il est pas bon. Je dis moi je vais attendre. Oui, je suis d'accord avec toi, il est pas bon. Edward, je t'ai pas d'accord avec toi. Edward, je dis, laisse-lui un peu de temps. Je pense qu'il est pas si dégueulasse que ça, mais il a des lacunes. Edward, ça me dérange moins parce que il est pas cher. C'est pas une question. C'est ça. Exact, c'est un Canadien, c'est pas cher, c'est nécessaire. Qu'est-ce que tu as perdu avec Edwards? Pas grand-chose. Non, Edwards est titulaire par défaut. Oui, exactement. Il devrait jamais être titulaire. Mais il faudrait pas dire, ouais, mais Raheem, c'est bien quand. Oui, c'est bien, mais s'il rentre 15 minutes à la fin, c'est pas bien s'il joue 90 minutes parce que tu es obligé. Et en plus, tu le mets pas dans les bonnes conditions pour qu'il puisse évoluer de façon exponentielle. Parce qu'à son âge, il est comme une éponge. Il peut apprendre beaucoup plus rapidement parce qu'il a un certain QI foot. Il est pas bête. Il est pas bête. On voit que dans son jeu, il est beaucoup plus propre. Il fait des bêtises, et c'est pas un joueur parfait, c'est pas un joueur wow, mais on voit une mini évolution parce que quand il est discipliné, quand il est concentré, il sait ce qu'il fait. Maintenant. Mais oui, mais c'est là, il faut poser des questions. Exactement. Comment ça se fait que Camacho arrive d'une saison complète et incapable de jouer comme titulaire? Avec une blessure. D'où elle vient, cette blessure-là? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où est arrivée cette blessure-là? Ouais, les blessures sont un gogo, puis Camacho, c'est vraiment inopportun, puis louche, parce que vraiment... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, c'est ces questions-là que je me pose. Moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait jouer blessé. Elle était blessée 3 semaines à une cuisse, et tout d'un coup, il est sur le banc. Ouais. C'est pas professionnel, ça, comme
comme gestion de club. Comment ça se fait que on dit ça Donadel était sur la DL, incapable de jouer, et là, tout d'un coup, il devient défenseur central contre LA Galaxy. Il y a plein de problèmes sur ce club-là, et on ne pose pas ces questions-là. Et là, on parle de trucs factuels. On s'en fout, là. On s'en fout de plein de discussions qu'on a pendant la semaine. C'est la structure qui est tout croche. Ben oui, on le sait depuis longtemps, ça, on le dit. Reg a dit que c'est géré comme un dépanneur, puis il avait tout le temps raison, puis on avait été d'accord avec lui à ce moment-là. C'est une analogie qui fait mal, qui est un peu réductrice, mais c'est vrai. Parce que je pense pas que les gens ont des mauvaises intentions qui travaillent là-bas. Il faut juste entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider, puis soyez plus efficaces. Tout ce que moi je n'ose pas demander un standard d'excellence à des gens que je connais pas. Tu sais, je peux pas demander. Même si c'est dans mon rôle, dans notre rôle, Nilton, toi, moi et toi et d'autres gens au CanFC et ailleurs, d'être analyste, de commenter ce qui se passe, etc. De temps en temps, je suis un peu conscient, ok, c'est des êtres humains, ils font des erreurs. Si quelqu'un vient m'évaluer mon travail, je pense que j'en serais plein la gueule. J'aurais du mal à travailler, tu sais. C'est pas juste, mais c'est un peu la nature du sport professionnel, du sport entertainment, si on veut. Mais c'est dur. Mais il faut le dire, il faut dire les choses. Tu sais, comme j'ai dit, les mots sont importants. Il faut dire, c'est nul. Mancuso, il est nul. Mancuso était bon, était peut-être bon, mais il est nul. C'est pas compliqué. Il est juste pas assez bon. La confiance, les blessures, quelle que soit la raison. Il y a l'empathie, je comprends. Mais, au niveau de l'apport pour le jeu de l'équipe, c'est pas assez bon. Donne-lui le temps de revenir en forme, physique et mentale. Et tu prends chaque poste et tu choisis, et tu décortiques autant que tu veux. Mais il faut juste dire, ok les gars, les choses peuvent changer rapidement, mais en ce moment, juste soyez francs, soyez honnêtes avec vous-même. Joe Saputo a commencé à le faire, comme tu l'as dit, avec Filosa, pour dire, bon les gars, on a fait notre mini-bilan tiers de saison, on a fait des bêtises, on a sous-estimé la ligue, puis voilà, puis bonne chance pour le reste. C'est tout, Nilton, il y a rien d'autre à dire. Tout ce qu'on peut être maintenant, c'est spectateur de ce qui va arriver. On souhaite bonne chance. On se reparle en juillet. Il y a que ça à faire. Donc, comme nous demande Jeff Bilodeau, est-ce que la seule et unique priorité pour cette saison, c'est le championnat canadien? On focus tout là-dessus? On espère sauver un peu... J'espère qu'on peut faire une rotation pour le championnat canadien. Fais jouer ton meilleur 11 au championnat canadien. Ça donne une petite lueur d'espoir durant la saison, ça donne des victoires. Le format coupe semble bien marcher pour l'Impact, mais là, il n'y a plus Bernier, il n'y a plus Simon, il y a plein de joueurs qui sont plus là, qui sont expérimentés dans ces formats-là. Donc, mais il faut y aller all-in, là. C'est fini le temps, on disait, faites jouer les jeunes. Il n'y a plus de jeunes, là, il n'y a plus personne. Faites jouer les meilleurs. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la sélection d'effectifs, parce que, je veux dire, concrètement, une fois que tu joues le match du championnat canadien ou le match de la MLS, il n'y a pas de relâchement. Les gars, ils vont pour la victoire, là. Exactement. Donc, championnat canadien, prends-le sérieusement à 1000%. D'autres clubs font des rotations, tant mieux. Fais jouer ton meilleur 11 qui existe. Avec les blessures et les suspensions, bonne chance. On se voit en juillet. Mais de ce qu'on voit, on a juste un 11. Il y a le pire 11, c'est le meilleur 11, c'est le même 11. Ça, c'est ça. On a un top 7 qui est pas si bon que ça. Parce qu'on a sous-estimé la ligue. On se voit en juillet. Oh my God. Ce qu'on est rendu, Maxime Smith nous demande... excuse-moi. Est-ce qu'on préfère avoir 3 DP à 2 millions ou un Piatti? Encore une fois, ça dépend c'est qui. Si c'était Columbus, j'aurais dit, va pour 3 DP, parce qu'ils sont capables de trouver des joueurs. Si c'est l'Impact, je ne sais pas. Leur capacité à remplir 3 rôles est un peu douteuse. Honnêtement, Hilton, j'ai pas confiance. Je peux pas dire, enlevez votre seul difference maker, un des meilleurs one-on-one de la ligue. Et puis... Moi, je trouve que le timing de cette question-là est mauvais. Il est trop tard. Là. On va pas régler la structure de ton effectif en juillet. Là. Cette question-là, on l'aura à la fin de l'année. Tu peux commencer en juillet. Si Piatti s'en va, tu emmènes 3 joueurs clés que Garde va dire oui, avec ces gars-là, je peux construire. J'ai une colonne vertébrale, j'ai Tyder, plus ces 3 gars-là. Oui, je peux faire quelque chose. Ok, fine. Faites-le. Mais assumez les conséquences.
Ne dis pas après, on ne savait pas, on a sous-estimé. Non, tu sais exactement ce qui se passe. Donc, ne fais pas d'erreur, c'est tout. Ne te trompe pas. Tu vois, Jordan Hilton, ne te trompe pas sur ces joueurs clés. Pour l'instant, j'ai tellement peur que oui, parce ça risque d'être un patchage à court terme. Hilton, le doute est normal parce qu'on t'a vendu de la salade alors que tu voulais du filet mignon, c'est normal. Est-ce qu'ils sont capables de convaincre un jeune de 23-25 ans à 2 millions de venir à Montréal? Est-ce qu'ils ont les contacts? Est-ce qu'ils ont l'expertise de faire ça? Oui, ils peuvent contacter, ils peuvent essayer de convaincre. Maintenant, c'est convaincre le bon joueur qui a le bon contexte, qui sort d'un bon contexte et que le staff travaille. 2 millions, là, Cabrera a coûté 1 million. Oui, en transfert. Le transfert qui se débrouille. C'est plus le salaire quand on parle de salaire. Ouais, mais quand tu parles de dépenses, le capitaine, là, c'est plutôt... tout compte dans les dépenses. Là. Oui, mais 3 joueurs à 2 millions, c'est 2 millions de salaire. Tu peux avoir quelque chose de bien. Trouve les bons joueurs. Qu'est-ce que je dis? Mancuso est à 700 000. Qu'est-ce que je te dise, mec? Qu'est-ce que je te dise? Ça sera pas facile de le placer ailleurs, hein? Mec, 300 000, ce gars-là, je suis content. 300 000, great deal. Il est parfait. 400 000, 500 000, parfait. Sur le banc, il joue 15 matchs titulaires, il t'aide. Mais là, c'est la dèche pour tout le monde. Est-ce que c'est une belle phrase de fin, ça, je pense que oui. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Bon. Ben, non, mais il reste un match, hein? On s'en va à Minnesota? Oui, c'est vrai, c'est à Minnesota. Est-ce qu'ils ouvrent leur nouveau stade ou c'est encore à l'université? Je pense que c'est leur nouveau stade, là, le TCF Bank Stadium. C'est fait, non. La dernière fois que j'ai vu le match, il y avait le beau gros Minnesota en jaune orange sur le terrain. Ok, c'est peut-être encore le University of Minnesota. Tiens, moi j'ai une question pour toi. Je suis tellement pas convaincu. Je vais faire mon auditeur CCPP. J'ai une question pour toi. T'en fais fan. FC Montréal. Ouais. Tout le monde et sa grand-mère dit que c'est la solution. Hein. C'est la solution magique. T'en penses quoi? Le FC Montréal, c'est-tu peut-être pas l'élément qui explique un peu le manque de profondeur de l'équipe, mais est-ce que ça passe par le FC Montréal? Est-ce un must? En termes sportifs, le FC Montréal était une bonne chose. Si Joe Saputo a coupé le programme parce que ça coûtait trop cher et qu'il voit en termes de rentabilité à quoi ça sert que je paye des gars à jouer 2 ans pour venir dans l'équipe première alors que je peux prendre les meilleurs à 18 ans, c'est un risque calculé. Maintenant, tu dis les gars comme Reggie, Mastakacher et les autres, Meilleur Giga, si par exemple il est plus avec l'Impact, etc. Est-ce qu'ils auraient pu t'aider en étant dans ton 18? On est d'accord que oui. On est d'accord de oui, mais on peut pas dire autrement. C'est ça, mais c'est pas des cracks. C'est pas des gars qui vont dire c'est la perle cachée, la pierre précieuse qui était cachée dans notre portefeuille. Je ne pense pas. Mais on ne saura jamais tant que tu les as pas donné du temps de jeu à MLS pour voir ce que ça donne, ce que ça vaut. Il se garde à dire ces gars-là sont pas assez bons. C'est correct. Ces gars-là faisaient partie de la première expérience là. C'était les cobayes comme a été Tissot, Lefebvre, Ouimet, etc. C'était les premières cobayes. Et puis, il y a Jackson Hamel qui reste de cette génération-là, avec Crépeau. Là, les ex-FC Montréal, c'est la première génération de ce laboratoire USL. Moi, ce qui me dérange dans le discours du FC Montréal, oui, l'idée, elle est belle. C'est sûr que c'est un discours magique un peu. Il est un peu magique. Oui, c'est exact. Là, on a l'impression que ça va régler tous les problèmes. Oui, c'est comme être contre la vertu. Tu peux pas être contre le FC Montréal. Ça serait bien, hein. Ça serait le fun d'avoir le FC Montréal. Fine, OK. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, les joueurs de l'académie qui sortent, on n'est pas obligé d'avoir un FC Montréal pour les garder. Non, t'es pas obligé. Si tu les fais pas jouer, il faut qu'ils vont partir. Ah, tu les prêtes? Oui, mais ils jouent pas après. Heureusement que Crépeau joue, là. Meilleur Giga, mais pendant 2 ans, personne ne jouait, Nilton. C'est pas juste Ottawa comme ville en Amérique du Nord. Regarde, encore une relation nébuleuse. Est-ce qu'ils peuvent prêter à n'importe qui? À un moment, Nilton, je sais pas. Et c'est pas clair. Tu prends Masta, tu prends Reggie, même à la limite, Ouimet.
qu'est-ce qui a empêché de garder Ouimet encore et de le prêter pendant 2 ans, 3 ans et vraiment attendre à terme si finalement ça pourrait être un bon joueur de banc, hein? Bien mal pris. Il peut nous aider, il va avoir l'expérience de 2-3 saisons USL, il va être mature. Quand il va arriver ici, ben ça va être un bon joueur qui va nous donner un coup de main. Et on n'est pas obligé, le FC Montréal, ça va faire quoi de plus qu'un Ouimet qui joue à Indianapolis ou à Masta qui a joué j'allais dire Phoenix, là, mais c'est pas ça. Là. Il était à Colorado puis il est à Salt Lake. Ça va être quoi la grosse différence, à part le maillot qu'il porte, là? Tu peux avoir tes éléments comme ça identifiés comme potentiels, comme éventuellement des joueurs de profondeur, puis les prêter un peu partout. Il y a plein de clubs au monde qui ont procédé de cette façon-là. Je suis d'accord. Tant qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'avoir une équipe réserve dans des ligues secondaires. Pourquoi qu'on dit que le problème de l'Impact, c'est la réserve? Non, c'est pas un problème. C'est un problème potentiel. C'est peut-être un symptôme de quelque chose, mais honnêtement, tu peux avoir une belle réserve qui gagne le championnat USL à chaque fois. Il faut que tu les intègres dans l'équipe. Les Red Bulls, ces joueurs-là, ils les intègrent. Mais c'est impossible de les intégrer. C'est quoi? C'est le U19 le maximum présentement? Ouais. De U19 à la MLS, il n'y a pas grand gars ailleurs dans la MLS qui a réussi le saut. Là. Non, mais c'est vrai. Mais, par exemple, les Red Bulls, c'est une question de processus. Les Red Bulls ont vraiment une philosophie très claire sur la façon dont ils travaillent. Et puis, beaucoup de leurs joueurs leurs top joueurs évidemment, mais il faut qu'ils leur donnent du temps de jeu ailleurs, qui est le New York Red Bulls 2, pour dire, les gars, vous allez jouer ailleurs, en USL, vous allez identifier, et puis les meilleurs, on va les prendre. On va les garder avec l'équipe première au fur et à mesure. Mais il faut que ce soit fait, Nilton. Il faut que cette intégration se fasse de l'autre côté aussi. Mais s'il n'y a pas eu d'intégration à un moment, à part pour Balou, c'est que les autres n'étaient pas assez bons. C'est tout. Il faut juste se dire ça. Et c'est pas compliqué. Moi, il y a pas 15 000 solutions. Il n'y a pas 15 000 réponses. Si, par exemple, ils étaient encore là, les Cachers et tout ça avec l'AFC Montréal, puis qu'ils jouent pas une minute à MLS, même en championnat canadien, c'est qu'ils n'étaient pas assez bons. C'est juste Balou et c'est juste Chouanière qui était vu comme étant un joueur intéressant. Puis that's it. On passe à autre chose. Mais il va falloir passer à autre chose parce que le message a été clair et net de la part de Joe Saputo. C'est très, 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 très loin dans sa pile de priorités. Oui, c'est l'équipe première. Montréal, d'abord. on peut en parler à toutes les semaines. À chaque fois qu'on perd, on peut en parler, mais ça reviendra pas, là. Ça reviendra pas par magie. C'est un travail de fond. Années, là, on oublie ça. Là. C'est un travail de fond, puis ça a peut-être poussé l'académie à avoir plus de joueurs prêts dans les U18, U17, U19. Puis peut-être ils vont être prêts à intégrer l'équipe première au fur et à mesure, mais il faut que ces joueurs soient dans l'effectif. C'est tout. C'est pas tous les clubs qui ont des jeunes sur le banc. Hein. Beaucoup de clubs MLS, ils ont juste leurs jeunes sont pas sur le banc. C'est tout. Voilà. Sur ce. Comme dirait Saphir, voilà. Et voilà, c'est bien. Bon, merci tout le monde de nous avoir écoutés en direct sur les différentes plateformes de diffusion podcast. Trouvez-nous sur les différentes applications podcast avec les mots-clés Cannes Football Club Plus. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous joindre à nous au Cannes FC au partie de visionnement de la finale Ligue des Champions UEFA entre le Real Madrid et Liverpool au bar Saint-Édouard à Rosemont. Donc allez sur notre page Facebook, on a l'événement qui est dessus. Donc c'est le samedi 26 mai, les portes ouvertes je pense sont à 2h normalement. Donc passez pour voir la finale Ligue des Champions entre le Real de Cristiano Ronaldo et le Liverpool de Mohamed Salah. Donc merci encore tout le monde, Nilton, je te remercie encore. Merci à toi. Ça fait plaisir et puis merci tout le monde de nous avoir écoutés, puis on se voit sur les réseaux sociaux. Ciao tout le monde.